Alors, maintenant que je vous ai présenté les modifications apportées à notre Constitution et le fait que notre ministère de la Justice aujourd'hui n'est plus géré par des magistrats dignes de ce nom, vous allez voir que l'implication de la justice va beaucoup plus loin. Et encore une fois, vous allez pouvoir le vérifier par vous-même. Prenez connaissance du rapport de la Cour des comptes de février 2018, le tome 1, page 179. Vous allez découvrir une administration qui est parfaitement illégale, le SNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Alors, c'est une administration qui est hybride, elle est ni publique ni privée. Elle a été mise en place avec le concours de structures privées comme Mullier participe dans cette mise en place au niveau du SNAPS, qui est totalement illégal puisque le gouvernement ne peut pas travailler pour des institutions privées. Alors, ils ont mis en place cette structure. Il faut savoir que le SNAPS regroupe le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et oui, et ce sont des magistrats qui procèdent au recrutement d'agents de sécurité. Ce qui fait qu'encore une fois, c'est une structure qui est connue et dont les médias ne vous parlent pas. Alors, ce que je vais vous présenter et pourquoi je vous demande de prendre connaissance de ce rapport et de lire tout ce que m'a écrit la Cour des comptes. Alors déjà, la Cour des comptes aurait dû dénoncer le caractère illégal de cette structure. Alors elle ne l'a pas fait. Par contre, elle donne une lecture de ce qui se passe avec le SNAPS qui est très préoccupante puisqu'elle tire la sonnette d'alarme. Elle précise qu'aujourd'hui, c'est le SNAPS qui a pris la direction du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on a constaté dans la réponse de Monsieur Girier, puisqu'en effet, c'est le ministère de la Justice qui prend les décisions sur la sécurité nationale. C'est d'ailleurs à ce titre que le gouvernement a placé le lanceur d'alerte sous le ministère de la Justice, parce que celui qui en finalité peut protéger les activités criminelles du gouvernement, c'est la justice, puisque c'est lui qui a le dernier mot en cas de préjudice, en cas de litige. Et donc, d'entrée de jeu, il sera tout de suite au courant des éléments qui vont être transmis par les lanceurs d'alerte qui, en toute bonne foi, vont croire qu'ils vont être pris en compte par la justice et inversement, ils vont se retrouver en difficulté. C'est pourquoi je vous invite à lire l'article sur le lanceur d'alerte. Vous allez voir, c'est très clair, c'est très significatif du fait que vous allez avoir énormément de difficultés à vous faire entendre. Mais c'est le but, c'est l'objectif. Il faut protéger les actions criminelles du gouvernement. Alors, au niveau du SNAPS, je vais vous lire quelques passages qui s'inscrivent dans le rapport de la Cour des comptes. Alors, je vais vous lire par exemple celui-ci, qui est intéressant, puisque je vous rappelle que ce sont des magistrats qui nomment les agents de sécurité. Alors, ce que ne savent pas la majorité des policiers, c'est que ces agents de sécurité interviennent au sein de la police. Et ils interviennent, ils ont accès à tous les fichiers de la police. Les syndicats de la police sont parfaitement au courant, puisque certains syndicats ont participé à la mise en place du SNAPS. Je cite Alliance, UNSA, la CGT. Ces syndicats, travaillent pour la mise en place des agents du SNAPS. Il faut prendre en considération cette information. Alors, ici, je vais vous lire ce que dit la Cour des comptes, une appréciation trop indulgente de la moralité. D'une manière générale, le contrôle de la moralité des demandeurs apparaît inadapté pour répondre à l'enjeu de moralisation du secteur. Les services du SNAPS, qui traitent 40% de l'activité administrative du SNAPS, ont établi une liste de délits dont la mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires est jugée compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. À titre d'exemple, il faut savoir que ce que donne la Cour des comptes, ce sont des exemples. À titre d'exemple, sont admis les délits routiers, conduite sans permis, sans assurance et en état alcoolique, ainsi que des blessures involontaires, l'usage illicite et la détention non autorisée de stupéfiants, les violences conjugales, l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la rébellion, l'escroquerie, l'abus de confiance ou encore le faux et l'usage de faux. Cette doctrine aboutit à délivrer des cartes et autorisations à des individus ayant des antécédents judiciaires relatifs à des faits parfois graves et manifestement incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité.
Le SNAPS est mis en place depuis 2010. Alors, je vais vous donner la lecture d'une autre remarque de la part de la Cour des comptes qui concerne celle-ci. Des risques élevés de fraude et un cas de corruption présumé. De la même manière, les risques de fraude interne ont été insuffisamment appréhendés depuis la création de l'établissement. La Cour a ainsi pu observer que certaines données relatives aux détenteurs de titres figurant dans le logiciel de l'établissement, état civil et certaines caractéristiques des titres, peuvent être modifiées par les agents du SNAPS sans aucune procédure de sécurité particulière. Ce n'est pas tout. Enfin, le SNAPS a été confronté courant 2017 à un cas de corruption présumée de l'un de ses agents qui aurait modifié contre rémunération les extractions du fichier de police, traitement des antécédents judiciaires, afin de faire disparaître les procédures pénales dans lesquelles ces demandeurs étaient mis en cause. Ces personnes avec des casiers judiciaires ont accès à tous les fichiers de la police, ce qui fait qu'ils peuvent se livrer à tous les méfaits qu'ils veulent. Et tout ça, c'est organisé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, avec la complicité, bien entendu, du Conseil supérieur de la magistrature, puisque le Conseil supérieur de la magistrature est parfaitement au courant que ce sont des magistrats qui recrutent ces agents. Donc je vous laisse découvrir, mais allez-y, prenez connaissance de ce rapport. Moi je vous en ai lu qu'un extrait, lisez l'intégralité, vous allez voir, on est en train de substituer à nos policiers et à nos gendarmes ces agents de sécurité qui ont des casiers judiciaires. Je rappelle quand même qu'on demande à nos policiers et à nos gendarmes d'avoir un casier judiciaire vierge. Alors, pour vous démontrer que nous sommes face à un service judiciaire, à un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur qui est en totale opposition avec ses obligations et qui travaille pour la criminalité, il faut savoir qu'en octobre, le 7 octobre 2020, l'AFRI va intervenir, va mettre en insécurité l'appartement de mon fils. Donc l'AFRI, c'est la force de réaction immédiate qui a été mise en place en février 2018 pour combattre le trafic de drogue. Alors, et cette unité va bénéficier de la propagande médiatique de Bernard de la Villardière et d'enquête exclusive. Alors, si ces journalistes avaient fait leur travail d'investigation, ils auraient su que cette unité ne répond pas à ce qu'ils ont présenté en propagande dans leurs émissions. Cette unité a plusieurs particularités, puisqu'on va découvrir, puisque moi je vais devoir faire appel aux policiers pour qu'ils viennent en aide, on va découvrir que l'AFRI, tout d'abord, affiche un résultat nul au niveau du trafic de drogue. D'ailleurs, la preuve, Martine Aubry, en juillet 2020, va appeler au secours Darmanin en raison de l'augmentation de ce trafic. On va découvrir également que l'AFRI est une unité indépendante, elle ne correspond pas avec les autres forces de police et elle a un arrangement particulier avec le parquet de Lille. Elle peut intervenir sans numéro de procédure et sans nomination de magistrat. C'est exactement ce qui va se passer concernant mon fils. Ils vont mettre en insécurité son appartement, ils vont laisser mon fils se débrouiller en sachant que ils ne seront pas en mesure de nous donner le numéro de procédure pour pouvoir établir une demande d'indemnisation. Monsieur Vulveric, responsable de cette structure, va nous donner cette information 45 jours après les faits. Ce qui confirme bien qu'il ne pouvait pas donner de numéro de procédure puisque celle-ci n'existait pas puisque son équipe était intervenue sans numéro de procédure. Alors c'est important, pourquoi l'AFRI a-t-elle l'autorisation de fonctionner sans numéro de procédure, sans nom de magistrat, puisque cela signifie que si elle procède à une arrestation, c'est un vice de procédure. Donc c'est une question à laquelle M. Darmanin n'a pas daigné répondre, ni Martine Aubry, ni Carole Etienne, procureure de la République du tribunal de Lille. Alors ce n'est pas tout, puisque de ce fait, on va devoir faire appel tout d'abord à un huissier pour constater les dégâts, parce qu'ils ne vont pas simplement ouvrir la porte, ils vont exploser la porte va être projetée en dehors de ses gonds, elle va rebondir sur le mur du couloir, ce qui fait qu'elle va se casser en deux, et le chambranle de porte, lui, va être sorti du mur en raison de la violence avec laquelle cela va être fait. Donc,
ce sont des policiers qui vont venir à notre aide, qui vont obtenir ces renseignements sur la FRI et qui vont diriger mon fils vers le SGAMINOR, vers le service contentieux, où là il va être pris en charge par un fonctionnaire de police tout à fait sérieux qui va l'aiguiller. Sauf que le problème, c'est qu'il est nécessaire que la FRI donne un document stipulant que mon fils est victime d'une erreur judiciaire. Encore une fois, M. Wulfjuric va transmettre cette information que 45 jours après. Donc, l'objectif est bien de porter préjudice à mon fils, sachant que M. Wulfjuric, commissaire général, tout d'abord dans ses écrits démontre qu'il n'est pas plus au courant du code de procédure pénale que les 3 policiers que j'ai rencontrés à l'appartement de mon fils. Par ailleurs, est au courant de mon dossier et participe au harcèlement sur le brigadier chef de Monchy. Donc, voilà comment fonctionne aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Il met en difficulté les citoyens qui protègent la Constitution et qui refusent de participer à leurs activités criminelles. Alors ce n'est pas tout, puisque suite à cet événement du 7 octobre 2020, moi début novembre, je vais recevoir des appels anonymes sur mon téléphone où on m'annonce que mon mari est mort. Et le 26 novembre, le véhicule de mon mari va être vandalisé, et le 30 novembre, alors qu'il doit se rendre au commissariat de Ouescale pour finaliser sa plainte, il va devoir y aller à pied parce que son véhicule va être volé. Alors, arrivé sur place, on découvre qu'on ne peut pas utiliser certains mots, puisque mon mari va expliquer qu'il s'agit d'actes d'intimidation, étant donné que je me trouve dans un dossier de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, on ne peut pas écrire ces mots, donc c'est devenu une grosse procédure. Il explique également que j'ai reçu des appels téléphoniques annonçant sa mort. Ça, on ne peut pas l'écrire non plus, ça devient appel malveillant. Donc maintenant, on peut déposer plainte, mais attention, il ne faut surtout pas relater les faits exacts. Donc, encore une fois, on est bien face à un mode de fonctionnement qui est en faveur de la criminalité. Alors, ce n'est pas tout, puisque le 5 janvier, je vais recevoir un courrier de la direction départementale du service de solidarité de Roubaix-Tourcoing. Dans ce courrier, il est écrit que le procureur de la République a demandé à ce service de me rencontrer en raison des difficultés que je rencontre suite au décès de mon mari et de mon père. Donc, je vais laisser venir cette assistante sociale et je vais laisser venir cet agent de coordination du service de solidarité. Alors, ils vont avoir la surprise de découvrir tout d'abord que j'ai pas 70 ans puisqu'ils interviennent auprès des plus de 70 ans en difficulté. Ils vont également découvrir que mon mari est vivant puisqu'il est présent, il a pris demi-journée de congé, il va donc être présent et montrer sa carte d'identité. Donc, il faut savoir que cette assistante sociale et cette coordinatrice n'étaient pas du tout contentes du rôle que leur faisait jouer le procureur de la République. Et donc, la coordinatrice m'a expliqué qu'en fait, d'abord, très peu de procureurs utilisent ce procédé. Et par ailleurs, elle me dit que dans 90% des cas, les personnes ne souhaitent pas qu'elles viennent, ne souhaitent pas les rencontrer. Donc, elle me dit à tous les coups, le substitut du procureur pensait que j'allais refuser de les recevoir. Alors, le procureur en question, c'est Monsieur Goupillot, substitut du procureur de la République de Lille, du tribunal de Lille. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il s'agissait bien d'actes d'intimidation et jusqu'à preuve de contraire, étant donné que Carole Etienne, procureur de la République de ce même tribunal, n'a pas daigné répondre à ma plainte, que mon fils, par le biais de son avocat, ne parvient pas à avoir le nom, soi-disant, des protagonistes qui ont donné l'adresse de son appartement. Donc encore une fois, on est face à la police, donc à la FRI, qui protège les protagonistes, puisque je rappelle que les dénonciations calomnieuses, on peut engager des poursuites, et inversement, ils ont mis en difficulté, ils ont eux-mêmes, c'est la police elle-même, la FRI, qui va mettre en insécurité son appartement. Monsieur Darmanin n'a pas daigné non plus s'expliquer sur ce fait, puisque Monsieur Darmanin se situe au-dessus des lois. Et l'autre point, c'est que je suis en droit aujourd'hui de considérer que le vol du véhicule de mon mari et son vandalisme, ainsi que les appels malveillants que j'ai reçus, ont été mandatés par Monsieur Goupillot. Parce qu'il faudra m'expliquer où Monsieur Goupillot a eu l'information, parce que je lui ai écrit, il m'a toujours pas répondu, m'a pas expliqué comment, pourquoi il a écrit que mon mari était décédé. Donc à partir du moment qu'on est face à des personnes qui fuient leur responsabilité, puisque quand même, je veux dire, ils se sont livrés à des actes d'intimidation, je suis en droit de considérer que c'est bien Monsieur Goupillot qui s'est livré à ce genre d'actes d'intimidation.